Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de Descartes. Pourquoi Descartes? Déjà parce que Descartes, c'est un peu un incontournable de la philosophie française. C'est difficile de passer à côté. C'est vraiment le genre de philosophe qui a apporté quelque chose à la manière de penser. Il a été très influent sur son époque, sur la pensée européenne en général. Et donc parler de philosophie sans évoquer Descartes, c'est un petit peu compliqué. Alors Descartes, si je devais le définir pour introduire cette présentation, je dirais que c'est d'abord un obsédé de la vérité. Évidemment, c'est une formule un peu réductrice parce qu'on ne peut pas résumer Descartes simplement à ce trait de sa démarche, mais c'est quand même un aspect très important de la démarche cartésienne, l'obsession de la vérité. Alors qu'est-ce que j'appelle l'obsession de la vérité? Tous les philosophes ont l'obsession de la vérité d'une certaine manière. C'est d'ailleurs ça le principe. Le philosophe, c'est celui qui cherche cette vérité, qui veut l'atteindre à tout prix. Sauf que chez Descartes, ça va prendre une forme assez radicale. C'est-à-dire que Descartes, effrayé qu'il est de se tromper, d'être dans l'erreur, d'être dans le faux, va aller jusqu'à remettre en doute tout ce qu'il croit savoir. Et selon lui, ça, c'est la base de la démarche philosophique, à savoir de mettre en doute, de mettre en question tout ce que l'on croit être vrai, donc nos croyances, nos préjugés, nos impressions. Alors il faut savoir que Descartes, c'était un philosophe, mais c'était aussi un scientifique, c'était un mathématicien et un physicien, donc c'est quelqu'un qui ne séparait pas la philosophie du champ de la recherche en général. Et d'ailleurs, cette séparation entre la philosophie et les sciences, elle s'est vraiment affirmée au XIXe siècle, parce que jusqu'avant, on conciliait très bien la philosophie avec les sciences, ou en tout cas, on ne les mettait pas en rivalité ou en concurrence. Donc Descartes, fort de sa méthode scientifique, va décider de l'appliquer au champ de la vérité, au champ de la connaissance philosophique. Et ce qu'il va remarquer, c'est que nous sommes tous remplis d'idées fausses. Ces idées fausses, on n'en est pas totalement responsable. Ce n'est pas simplement la marque d'une ignorance naturelle, ni d'une bêtise de l'homme. Non, c'est vraiment tout un tas de facteurs qui s'additionnent et qui font que nous tombons régulièrement dans l'erreur. Alors il va donner quelques exemples. Il va parler de l'enseignement, de l'éducation qu'on a reçue, de l'instruction. Donc Descartes va mentionner le fait qu'il peut arriver des fois que nous apprenions des choses qui ne sont pas totalement conformes à la réalité. Et vous savez très bien, parce que vous êtes allé à l'école tout comme moi, que depuis l'époque où vous alliez à l'école, il y a des choses qui ont été revisitées, il y a des choses qui ont été corrigées dans ce qu'on pouvait apprendre. Ça concerne évidemment tout le champ de l'histoire, hein, évidemment, parce que là, l'histoire est une science en évolution perpétuelle, en réécriture perpétuelle, mais même dans le domaine des sciences, il y a des choses qui étaient considérées comme valables il y a encore 20 ou 30 ans et qui ne le sont plus aujourd'hui. Donc les manuels scolaires évoluent. Et c'est vrai qu'on peut parfois apprendre des choses durant notre enfance qui se révéleront fausses par la suite. Alors il n'y a pas que l'éducation que Descartes met en accusation. Il y a aussi ce que Descartes appelle l'opinion. Et l'opinion, c'est un petit peu l'idée de tout le monde, l'idée qui n'a pas réellement de fondement ou de justification. Donc c'est vraiment le degré 1 de la connaissance, l'opinion. C'est un savoir qui n'en est pas un en réalité. Donc c'est quelque chose vis-à-vis de quoi il faut entretenir beaucoup de méfiance. Et ça signifie concrètement qu'il ne faut pas se fier à ce que l'on va nous dire, il ne faut pas tout prendre pour argent comptant, il ne faut pas accepter les informations sans les vérifier au préalable. Mais ça ne s'arrête pas là, c'est-à-dire que outre l'éducation, outre l'opinion, Descartes va jusqu'à dire que c'est notre constitution même, en tant qu'être humain, qui nous porte à faire des erreurs, qui nous porte à faire des erreurs, qui nous prédispose en quelque sorte à nous tromper. Et l'exemple que donne Descartes, c'est l'exemple de nos sens, nos 5 sens. Ce que montre Descartes, c'est que il arrive fréquemment que nos sens nous induisent en erreur, c'est-à-dire que on va voir des choses, on va sentir des choses, on va entendre des choses, et on va se tromper sur leur nature, sur leur origine. On va être soumis à des illusions. Donc les plus connues sont évidemment les illusions d'optique, le fait de voir quelque chose qui n'existe pas réellement, qui n'est pas là devant nous.
On peut aussi parler des illusions auditives, comme par exemple quand on a l'impression d'entendre notre prénom crié dans la rue, alors qu'en fait non, c'était juste une onomatopée qui y ressemblait vaguement. Donc les illusions sensorielles, on en a tous fait l'expérience, et on sait qu'il est donc possible, parfois, de se tromper, d'avoir une perception biaisée, une perception altérée de la réalité, et que donc on ne peut pas totalement, intégralement se fier à nos sens dans une démarche de connaissance. Donc déjà, le point de départ de Descartes, c'est quand même le constat de tous les obstacles à la connaissance. Descartes vraiment insiste beaucoup là-dessus. D'ailleurs, je vous invite vraiment à lire son livre Le discours de la méthode, parce que c'est dans ce livre-là que Descartes expose sa méthode de la manière la plus claire, de la manière vraiment la plus compréhensible pour tous. Et donc dans ce livre, Descartes décide de nous raconter son cheminement, c'est-à-dire que ça prend presque des allures autobiographiques, et Descartes nous raconte, voilà, son enfance, ses années d'enseignement, ses années d'études, et il accumule les éléments qui montrent que la connaissance est quelque chose de fragile, de précaire, qui est basé sur de nombreuses croyances fausses, ou sur de nombreuses opinions, de nombreux préjugés. Donc c'est vraiment ça qui anime la démarche de Descartes, c'est-à-dire de pointer tout ce qui va à un moment ou à un autre nous poser problème dans l'accès à la connaissance. Et la grande difficulté pour les êtres humains que nous sommes, c'est que nous n'avons accès au monde que par l'intermédiaire de nos sens. Or, nos sens sont douteux, nos sens ne sont pas fiables, on doit se méfier de ce que nous disent nos sens. Alors l'un des exemples que je donne souvent pour illustrer ça à mes élèves, c'est l'exemple du bâton qu'on va plonger dans un cours d'eau. Et Descartes nous dit que si on fait ça et qu'on regarde au niveau de la surface de l'eau, on aura l'impression que le bâton est coupé, qu'il est séparé de lui-même en quelque sorte, ce qui n'est pas possible. Et d'ailleurs, il suffit de retirer le bâton de l'eau pour s'apercevoir qu'à aucun moment il n'a été coupé. Pourtant, nous l'avons vu coupé parce que nous avons, à ce moment-là, été les victimes d'une illusion d'optique qui nous a fait voir la réalité autrement que ce qu'elle n'est vraiment. Eh bien, Descartes va partir de ce genre d'exemple, il va partir de ça, pour en conclure qu'il ne faut jamais faire confiance à nos sens, et qu'il ne faut jamais faire confiance à nos opinions. Donc la démarche de Descartes, c'est une démarche de méfiance radicale à l'égard de tout ce qui peut être une source d'erreur. Non pas à ce qui a été démontré comme étant une erreur, mais à tout ce qui peut l'être. Et qu'est-ce qui peut être potentiellement faux ? Eh bien, Descartes dira que tout peut être potentiellement faux. Tout ce qui n'a pas été vérifié, tout ce qui n'a pas été démontré, ne peut pas être tenu pour vrai, et si on ne peut pas tenir quelque chose pour vrai, on doit la tenir pour potentiellement fausse. Ce qui veut dire que Descartes va partir du constat que toutes nos connaissances étant marquées du sceau de la fragilité, on doit suspendre toutes nos croyances, toutes nos connaissances, toutes nos opinions, le temps de reconstruire la connaissance sur des bases solides. Donc cette démarche, on l'appelle souvent la méthode du doute méthodique, mais aussi du doute radical ou encore hyperbolique. Alors pourquoi hyperbolique ? Parce que, évidemment, c'est une exagération de la part de Descartes. À aucun moment Descartes ne pense réellement que tout ce que nous pensons peut être faux. À aucun moment il ne l'envisage sérieusement. Et d'ailleurs il dit lui-même que le temps de reconstruire notre connaissance sur des bases solides, il faut fonctionner forcément avec nos anciennes croyances. On est obligé de faire avec. On ne va pas tout à coup se retirer du monde et ne jamais se positionner. Donc il va conserver ce qu'on appelle la morale par provision, c'est-à-dire la morale qu'on conserve provisoirement, le temps de vérifier si elle était fondée ou pas, si elle était justifiée ou pas. Donc Descartes va se mettre à douter, il va douter de ce qu'il voit, il va douter de ce qu'il entend, il va douter de ce qu'il croit savoir, et il va aller jusqu'à douter de lui-même. Ce que veut dire Descartes, c'est que si mes sens sont douteux, c'est-à-dire si je dois me méfier d'eux, s'il est possible, s'il y a la moindre chance qu'ils puissent me tromper, ça veut dire que je ne peux pas être absolument certain de mon existence, en tout cas de mon existence corporelle. Parce que mon existence corporelle, j'en ai la connaissance que par l'intermédiaire de mes sens. C'est-à-dire que je peux me voir, je peux me sentir, je peux m'entendre, mais tout ça reste de l'ordre de l'expérience sensorielle. Et comme l'expérience sensorielle est douteuse, définitivement douteuse, je ne peux pas m'appuyer sur elle pour déduire mon existence. Donc Descartes va postuler que je ne peux pas affirmer que j'existe, je dois douter de mon existence,
comme je dois douter de tout ce qui provient de mes sens, de tout ce qui provient de la croyance ou des opinions, de tout ce dont je ne peux pas avoir une certitude absolue, une certitude qui s'appuie sur une vérification intégrale, sur une démonstration absolue. Donc Descartes, c'est un peu la philosophie de la paranoïa. C'est partir du principe que parce qu'une erreur est possible, même si c'est à un pourcentage ridiculement faible, eh bien le risque existe, et si le risque existe, on ne prend pas ce risque. On pourrait dire que Descartes, c'est celui qui a douté pour être sûr. Parce qu'en doutant de tout, il est sûr de ne jamais faire d'erreur, il est sûr de ne jamais se faire abuser. Donc c'est assez ironique finalement de se dire que c'est peut-être le philosophe qui a le plus attaché de valeur et d'importance à la notion de vérité, ou en tout cas une ambition affichée d'atteindre cette vérité. C'est ironique qu'il soit arrivé à la vérité grâce au doute. Parce que pour Descartes, le doute n'est qu'un outil. Le but de Descartes, ce n'était pas de douter pour douter. Le doute n'est qu'un instrument au service d'une méthode. C'est vraiment constitutif d'une méthode qui est d'écarter tout risque d'erreur. Donc le doute va vraiment apparaître comme un outil très précieux pour accéder à la vérité. Car, au bout du raisonnement de Descartes, il y a l'idée que si je peux douter de tout, il y a une chose dont je ne peux pas douter. Il y a une chose qui va résister à mon doute, et c'est pas pour rien que cette chose, bien c'est le doute lui-même. Ce que veut dire Descartes, c'est que si je peux douter de tout, c'est bien la preuve que mon doute existe. Alors le doute, c'est pas quelque chose de matériel, c'est pas physique le doute. C'est pas comparable à un objet corporel. Donc on parle évidemment d'existence immatérielle. C'est comme dire par exemple qu'une pensée existe, non pas au sens où elle serait constituée de molécules, mais au sens abstrait, au sens impalpable. Donc si je doute, mon doute existe, et qu'est-ce que le doute? Bien, Descartes nous dit que le doute c'est une forme de la pensée. Et donc la pensée, c'est pas quelque chose dont je peux avoir l'illusion. C'est-à-dire que autant on peut avoir une illusion d'optique et voir quelque chose qui n'existe pas vraiment, autant quand on a une pensée dans la tête, cette pensée pourrait bien être une illusion qu'elle resterait une pensée. Parce que l'illusion de la pensée, c'est déjà de la pensée. De la même façon que quand on rêve, ce qu'on vit n'est pas réel, mais le rêve existe en tant que rêve. Il existe en tant qu'illusion, il existe en tant que pensée. Donc c'est ça que veut dire Descartes, c'est que le doute, et donc par extension la pensée, c'est quelque chose dont je ne peux pas douter, c'est quelque chose dont je dois constater l'existence. Et pour Descartes, ça prend vraiment la forme d'une évidence absolue. C'est-à-dire que par quelque bout qu'on prenne le problème, on arrivera toujours à cette conclusion, la pensée existe. Donc là, pour Descartes, on atteint vraiment une première vérité. C'est-à-dire que là où notre expérience sensorielle va finalement se heurter à un mur, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir franchir le mur du doute, puisqu'on peut toujours douter de nos perceptions, on peut toujours douter de notre expérience, en revanche, on ne peut pas douter de la pensée, on ne peut pas douter de l'existence de la pensée, ce qui veut dire, pour Descartes, que si on doit accepter que la pensée existe, on doit accepter que nous-mêmes qui pensons existons. Et c'est ça qui va donner lieu à la célèbre phrase de Descartes, je pense donc je suis, c'est-à-dire si ma pensée existe, il faut bien que j'existe pour avoir cette pensée. Alors, à vrai dire, je suis pas totalement d'accord avec cette idée, parce que l'idée du je dans la phrase je pense est une idée qui, elle, n'est pas forcément logique. C'est-à-dire, je m'explique, que le pronom je, c'est déjà un parti pris linguistique. Le pronom je, par exemple, n'existe pas dans toutes les langues. L'expression de l'individualité n'existe pas dans toutes les langues. C'est déjà un parti pris culturel, linguistique, et donc, au final, anthropologique et philosophique. Dire je pense, ça n'a rien d'évident. Et même d'un point de vue logique, on pourrait presque le contester, parce que la pensée étant quelque chose d'immatériel, c'est aussi quelque chose d'informe, c'est quelque chose qui n'a pas de contour, qui n'a pas de limite, au sens spatial du terme. Et donc, identifier la pensée à un individu, ou en tout cas confondre les deux, c'est-à-dire considérer que la pensée a forcément besoin de s'incarner dans un individu physique, c'est déjà quelque chose qu'on pourrait contester. D'ailleurs, c'est ce que disait Nietzsche, il disait que nous n'avions pas d'idées, ce sont les idées qui viennent à nous. Et quand on a une idée, en fait, on fait le constat, on fait l'observation d'une idée
qui vient de s'introduire en nous. Et donc on peut finalement se dire que la pensée n'est pas forcément le gage de l'existence de l'individu. Donc l'idée de Descartes, c'est vraiment et définitivement d'imposer à l'esprit l'évidence de notre existence à travers la pensée. C'est de dire que la pensée, donc l'esprit, au-delà de la pensée individuelle, l'esprit est réellement la seule chose dont on peut attester de l'existence. C'est vraiment la seule chose sur laquelle on ne peut pas avoir de doute quant à l'existence. Donc c'est quand même intéressant de remarquer avec Descartes que la première brique de l'édifice que doit être la vérité, cette brique élémentaire, elle renvoie à quelque chose qui pour nous, dans notre vie quotidienne, ne nous paraît pas réel. Au sens où, quand on parle de la réalité, on a plutôt tendance à se référer à la matière, au corps et aux objets. Donc se dire que la première chose dont on va prouver l'existence, c'est quelque chose d'immatériel, et qu'on va construire toute notre connaissance à partir de cette vérité immatérielle, c'est quand même quelque chose d'assez paradoxal. Toujours est-il que Descartes, après avoir découvert cette vérité première, c'est comme ça qu'on la nomme, la vérité première, c'est-à-dire la vérité mère de toutes les autres vérités, c'est la vérité de notre existence en tant qu'individu, notre existence en tant qu'être pensant. Alors là, on touche à quelque chose qui me paraît assez important, parce qu'on touche en fait à la manière dont Descartes a influencé sa postérité. Pour certains, Descartes restait un penseur chrétien, et c'est vrai que Descartes était un philosophe chrétien, c'est un philosophe qui a tenté de prouver l'existence de Dieu, mais pour autant, ce n'est pas quelqu'un qui a fait de Dieu un concept premier. Le concept premier de Descartes, c'est le doute. Et les concepts dérivés de ce concept de doute, ce sont les concepts de pensée, d'existence et d'individu. Donc ce qui veut dire que d'un point de vue purement religieux, d'un point de vue purement chrétien, Descartes est déjà presque coupable d'une hérésie. Parce qu'il faut bien comprendre que jusqu'à la fin du Moyen-Âge, c'est-à-dire très peu de temps finalement avant Descartes, toute la philosophie était basée sur une idée centrale et première qui était Dieu. Donc certes, Descartes n'est peut-être pas un révolutionnaire de la laïcité au XVIIe siècle, mais c'est quand même quelqu'un qui a osé commencer un traité de philosophie en ne partant pas de Dieu, mais en partant de l'individu. Donc je veux dire, c'est quand même pas mal pour l'époque. Faut savoir que Descartes, en tant que scientifique, il était favorable aux thèses de Copernic. Et c'est quand il a appris que Galilée avait eu des ennuis avec son système héliocentrique que Descartes a renoncé à publier un ouvrage qui justement allait dans le sens de Copernic, parce qu'il savait que c'était se tirer une balle dans le pied et que c'était se condamner à la censure et donc à l'impossibilité de délivrer sa parole. Donc Descartes était tout sauf une sorte de philosophe inquisiteur, n'était absolument pas un philosophe qui allait jeter l'opprobre sur une pensée non conforme au dogme. Voilà, donc j'en termine pour cette question de l'influence de Descartes, et je souhaiterais revenir sur une notion très importante qu'on a esquissée, mais qui selon moi mérite vraiment qu'on l'approfondisse, parce qu'elle permet de comprendre beaucoup de choses. Ce qu'on a vu, c'est que Descartes considère que la pensée est quelque chose qui possède un degré de réalité finalement beaucoup plus élevé que les corps. C'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre de la matière, tout ce qui est objet physique. Et ça, évidemment, on ne peut pas s'empêcher de le mettre en relation avec la vision qu'avait Platon, et qui disait que notre monde matériel n'était qu'une projection d'un monde qui est le monde des idées, c'est-à-dire la projection d'archétypes. Les archétypes, chez Platon, on les appelle les archétypes, on les appelle également les idées ou les essences. C'est très difficile à définir, et évidemment, on peut difficilement expliquer ce que sont les archétypes sans passer par des analogies, mais en tout cas, c'est l'idée que notre monde, avant d'exister sous une forme physique, il existe en tant qu'idée, il existe en tant que principe, un petit peu, si vous voulez, de la même façon que la loi de la gravité préexiste à la gravité. Ce que je veux dire, c'est que la gravité n'est ce qu'elle est qu'en vertu d'une loi qui la gouverne. Eh bien, cette loi qui la gouverne, on pourrait dire que c'est un petit peu l'archétype de la gravité. Et la gravité, ce serait la manifestation dans le monde physique de cette idée de gravité.
Et donc le parallèle avec Platon se situe non seulement ici, c'est-à-dire dans cette idée d'une réalité au-delà du monde matériel, donc la réalité intelligible, le monde des idées chez Platon, eh bien chez Descartes ça prend la forme d'une substance, ce qu'il appelle une substance, et qui est la pensée. Donc chez Descartes, quand on parle de substance, on ne parle pas forcément d'une substance physique. Donc là encore, c'est difficile pour nous de se représenter cette idée de substance sans en faire quelque chose de matériel. Mais pour Descartes, c'est quelque chose qui a autant de réalité, en fait, que la substance physique, c'est-à-dire que la matière. Et ce que veut dire Descartes, c'est qu'il ne faut pas réduire la notion de réalité à la réalité matérielle. Parce que ce qu'on appelle la réalité, c'est ce qui est, et ce qui est n'est pas forcément d'ordre physique. Donc là, on retrouve le dualisme qu'on trouvait déjà chez Platon, le dualisme entre le monde sensible et le monde intelligible, c'est-à-dire entre le monde matériel et le monde de l'esprit. Et ça, on le trouve notamment dans un petit exemple que donne Descartes, c'est le fameux exemple du morceau de cire. L'exemple du morceau de cire que Descartes utilise pour montrer que tout ce qui existe dans le monde physique est soumis à la corruption, est soumis à la transformation, à l'évolution. Et donc si on veut définir un objet physique, si on veut le définir dans ce qui le constitue au plus profond de lui-même, au niveau de son essence, eh bien tout ce qu'on va pouvoir dire sur le morceau de cire pour le définir n'est en aucun cas lié à ses caractéristiques physiques. Donc ça, Descartes nous le raconte concrètement, il nous dit « Je prends un morceau de cire, il est petit, il est plutôt dur, il est blanc, je vais l'approcher du feu et là, je vais le voir se transformer. Il va devenir liquide, il va devenir plus foncé, il va fondre, se répandre, et donc, au bout du compte, il n'aura plus du tout les mêmes caractéristiques sensibles que celles qu'il avait au départ. » Ça prouve, pour Descartes, qu'on ne peut pas définir un objet physique par ses caractéristiques physiques. On doit les définir par autre chose, leur essence se situe au-delà de la matière. Et donc dans le cas du morceau de cire, Descartes va dire, puisque je ne peux pas le définir par sa couleur, puisqu'elle change, je ne peux pas le définir par sa forme, puisqu'elle change également, ce par quoi, en revanche, je peux définir le morceau de cire, c'est par le fait qu'il a la capacité de se transformer. C'est presque une tautologie en fait comme raisonnement, c'est de dire que ce qui définit n'importe quel être physique, c'est son caractère d'être physique. Mais en fait c'est plus qu'une tautologie parce que ça veut simplement dire qu'on ne peut pas définir davantage ce qu'est un corps physique parce que tout ce qu'on pourrait dire sur lui serait soumis à l'évolution, à la transformation, et donc ne serait pas une vérité absolue, une vérité réelle. Donc là encore, chez Descartes comme chez Platon, il y a l'idée que les idées, les vérités intelligibles, sont éternelles, qu'elles sont en dehors du temps, en dehors de l'espace, et que ce qu'on appelle vérité devrait en réalité ne correspondre qu'à ces formes de vérité, c'est-à-dire à des vérités éternelles. Alors évidemment, c'est toujours difficile de parler de vérité éternelle dans un univers physique, puisque précisément le caractère physique de notre univers, on ne sait pas s'il est de toute éternité ou pas. C'est très difficile de penser ne serait-ce que la question de l'origine immatérielle, de l'origine non physique d'un monde physique. Et c'est justement d'ailleurs la question qui occupe les métaphysiciens, c'est-à-dire ceux qui essayent de penser ce qui transcende le monde physique. Donc parler de vérité éternelle, c'est un petit peu compliqué. Mais pour Descartes comme pour Platon à l'époque de l'Antiquité, les idées sont des réalités éternelles. Et ça d'ailleurs c'est intéressant de le mettre en comparaison avec ce qu'on trouve dans la Bible, c'est-à-dire au commencement était le Verbe. Et on sait qu'en grec, le Verbe c'est logos, et le logos c'est l'esprit, le logos c'est la pensée, c'est l'intellect. C'est-à-dire que le logos est en rapport direct avec l'idée. Le logos, c'est l'esprit, le logos, c'est le monde des idées. Et dire que au commencement était le verbe, c'est peut-être dire qu'au commencement étaient les idées, au commencement était l'esprit. Donc là encore, au risque de me répéter, c'est intéressant de constater que pour Descartes, ce qui va le mieux définir l'être humain, c'est sa dimension immatérielle, c'est sa dimension spirituelle, c'est son esprit, parce que l'esprit produit la pensée dont je ne peux douter, contrairement au corps dont je peux douter, contrairement à la matière qui se transforme sans cesse. Je ne peux pas douter de ce qui est éternel en moi, je ne peux pas douter de ce qui précède et qui survit à la matière, ce qui veut dire, si on y réfléchit, que, pour Descartes, ce qui nous définit le mieux, c'est notre éternité.
c'est que nous sommes des êtres dont la réalité va bien au-delà de notre existence. Parce que si les choses de la matière peuvent exister, les choses de l'esprit peuvent faire plus qu'exister, elles peuvent être. Et ce qui est n'a pas forcément besoin d'exister pour être. De la même façon que nous n'avons pas besoin de sortir de chez nous pour prouver que nous existons. Nous savons que nous existons. Le fait d'être n'implique pas d'extérioriser l'être. Et ce n'est pas parce que nous sommes obligés de faire savoir que nous sommes. On peut se contenter d'être, sans se montrer, sans s'extérioriser. L'esprit aurait pu se contenter d'être. Il aurait ainsi pu continuer à être de toute éternité, mais il faut croire qu'il a eu besoin de compagnie, ou d'une image de soi. Peut-être que l'esprit a voulu se regarder dans un miroir, et que c'est nous, son miroir. Nous sommes peut-être le miroir de l'esprit. Ouais. Et si c'est le cas, il n'est pas Jojo.